Vous pensez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on fait quelque chose de nouveau. On va écouter le témoignage de quelqu'un qui a fait le grand saut, a quitté l'Europe pour venir s'installer à Montréal. On va les écouter, puis on va comprendre un petit peu où ils ont eu des difficultés, où ils ont eu des succès, puis finalement comment ils ont réussi à faire pour s'installer à Montréal. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, n'hésitez pas, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, on produit du nouveau contenu. Évidemment, notre rôle comme courtier immobilier, c'est de vous aider à trouver du logement à Montréal, que ce soit locatif ou à l'achat. Mais nos capsules couvrent tous les sujets, que ce soit la qualité de vie, le coût de la vie, les transports, l'éducation, les écoles, le parallèle entre l'Europe et le Canada et le Québec. En fait, tout est couvert. Et si jamais vous avez des idées pour du nouveau contenu ou des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou nous envoyer un message. Il nous fera plaisir de faire des nouvelles capsules pour répondre à vos questions. Et si vous prévoyez un déménagement, que ce soit dans 2 semaines ou dans 2 ans, mais que vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à prendre le lien en bas pour prendre rendez-vous avec nous. Il nous fera plaisir de vous parler par vidéoconférence pour 1 heure ou 2, le temps que ça prendra pour vous accompagner dans votre démarche. Encore une fois, c'est entièrement gratuit et sans obligation de votre part. Alors, je vous présente aujourd'hui Bruno Suliman. Bruno est courtier immobilier, membre de l'équipe. Bruno, d'ailleurs, t'es français, je pense, d'origine, hein? D'origine française, oui. T'es arrivé ici à quel âge déjà? J'avais 12 ans. 12 ans. Donc, il reste encore un peu de français en toi. Tout à fait, oui. Donc, Bruno fait partie de l'équipe. Puis, à date, a déjà accompagné énormément de monde, des gens, des auditeurs de notre chaîne qui ont appelé ici puis qui cherchaient du logement. Puis, tu as trouvé déjà, que ce soit à la location, à l'achat, tu as déjà aidé plusieurs personnes. Oui. Plusieurs personnes. Oui. Et dans le fond, souvent, si jamais vous prenez rendez-vous avec nous, ça peut être moi, mais ça peut être aussi Bruno qui va vous guider. Là, tu as rencontré ces gens-là. Donc, ça, là, on va écouter aujourd'hui. C'est juste audio, finalement. Les gens n'ont pas été filmés, ils ont été enregistrés. Vous les avez rencontrés dans un bar. Et ces gens-là, les gens qu'on va écouter, ce sont les parents d'une jeune dame qui est infirmière, qui est venue s'installer à Montréal. Donc, les parents l'ont guidée, sont venus l'installer, donc sont tout à fait au courant de la démarche, puis l'ont aidé. Fait que, parle-nous un petit peu de cette jeune demoiselle-là. Bien, en fait, Margot, c'est une jeune infirmière qui est passée par notre chaîne pour pouvoir venir s'installer à Montréal. Elle est venue à Montréal avec ses parents. Donc, ils ont fait un petit peu le tour du Québec une fois que leur logement a été trouvé. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est de voir un peu, quand je leur ai parlé, c'est de voir un peu tout le cheminement qu'ils ont eu avant de venir s'installer, puis pendant l'installation aussi. Fait que c'est super intéressant de voir un peu par quoi ils sont passés, c'est quoi les embûches qu'ils ont eues, puis où ça a vraiment bien été. Fait que On va couvrir ça justement dans l'entrevue. Ouais. Il faut comprendre que pour nous, on est experts en immobilier, mais tu sais, on vit ici. Là, fait que nous, c'est assez simple, prendre tout pour acquis. Là, mais depuis qu'on s'est vraiment penché vers le support aux gens qui viennent s'installer, c'est plus simple pour certaines personnes que d'autres. Puis je pense qu'il y en a qui arrivent mieux préparés que d'autres, puis ça fait toute une différence, je pense. Ça fait vraiment une grosse différence parce qu'il y a des papiers qui sont vraiment importants à avoir avant de venir s'installer ou même de passer de la frontière parce que sinon, ils ne pourront pas ça rentrer marche sur le pas. territoire. Okay. Fait que là, tu me disais d'entrée de jeu que dans ce dossier-là, c'est quelqu'un qui avait déjà un emploi ici, là, qui est venu s'installer. Là. En fait, oui. Ce que Margot et ses parents ont fait, c'est qu'ils sont renseignés avec un organisme qui s'occupe un peu de faire le pont entre Québec et la France, puisqu'on a déjà un accord France-Québec sur ce plan-là. Ça, c'est dans le milieu de la santé? Margot est infirmière. Elle est infirmière, OK. Margot est infirmière et l'hôpital où elle est venue travailler s'est occupé, en fin de compte, de tout le processus. Ils lui ont fourni un avocat qui a fait en sorte de faciliter les choses. OK. Donc, on a probablement un dossier peut-être un peu plus fluide, un petit peu plus facile que le dossier typique. Là. C'est un petit peu plus facile peut-être que parce qu'elle avait du support local. Là, oui, c'est peut-être un petit peu plus facile que quelqu'un qui vient s'installer par lui-même sans aide. Là. Mais c'était vraiment intéressant de lui poser justement un peu les questions, de voir quel a été son cheminement et l'aide qu'elle a reçue de la part de son hôpital. OK. On écoute un petit morceau d'interview. Oui. On a toujours voyagé énormément dans le monde entier, donc elle a toujours été habituée à voyager et on avait déjà fait le Canada d'ailleurs. Et donc au départ, effectivement, le but c'était de partir plutôt vers le Canada anglophone, c'est-à-dire la partie Vancouver, sauf que les équivalences d'infirmières se font entre le Québec et la France, pas entre les autres provinces et la France.
D'où son arrivée au Québec, en fait, en réalité. C'est parce qu'en fait, globalement, c'était beaucoup plus simple pour elle parce que son diplôme était automatiquement reconnu au Québec. Donc, elle s'est dit, bon, ben, moi, de toute façon, c'est le Canada que j'ai envie de voir. Donc, on a fait toutes les démarches avec elle pour pouvoir l'installer au Québec, à Montréal. Au départ, l'accord se fait entre la France et le Québec. Et ça passe par un organisme qui s'appelle l'OIIQ. L'OIIQ, c'est le syndicat des infirmières québécoises. Okay. Et qui, c'est très bien fait. Il faut reconnaître que l'OIIQ maîtrise parfaitement ça. Et sur leur site, tout est parfaitement identifié et expliqué. Procédure 1, vous avez envie d'aller au Québec, il faut passer d'abord par eux, savoir comment ça va s'inscrire et faire une équivalence de diplôme en disant « moi j'ai un diplôme français, donc mon équivalence, il n'y aura pas de souci pour l'équivalence au Québec ». Là, ça les rassure déjà, puisque en France, ça s'appelle l'ONI, la même chose, c'est l'ONI. Donc ils ont un accord entre l'ONI, l'Ordre des infirmières françaises et l'Ordre des infirmières québécoises. Et ils sont en relation, donc dès qu'une Française est diplômée, automatiquement elle peut s'inscrire à l'OIQ. Ensuite, il faut derrière commencer à chercher après un poste. Il faut commencer Donc là, on passe après par recrutement Santé Québec. Alors ça, c'est un organisme national, gouvernemental, qui est une plateforme qui reprend tous les postes possibles dans tout le Canada et enfin dans tout le Québec. Ils sont très flexibles et ensuite, quand on resserre notre demande, elle a resserré sur Montréal et après, ils lui ont proposé 2-3 postes. Et en fonction de ça, elle a choisi, elle a dit, celui-là m'intéresse, je postule. Donc c'est vachement bien fait en fait, hein. C'est très très bien fait sur le site. Alors quand elle postule, Recrutement Santé Québec prend contact avec elle et lui fait ce qu'on appelle un entretien, un pré-entretien, pour savoir qui elle est, comment, ce qu'elle veut, pourquoi, et surtout quel type de poste elle recherche. Ça c'est très important pour rassurer les infirmières qui viendront. Ils sont vraiment très sympas parce qu'ils demandent vraiment les détails du poste que les infirmières veulent. Parce qu'en fait, depuis quelques années, ils ont une politique très claire, c'est-à-dire qu'ils veulent que les infirmières françaises viennent, mais ils veulent qu'elles restent. Et après, après ils se sont mis d'accord, Richardson lui a dit « Ok, on te prend ». Et à partir de ça, feu vert pour lancer la procédure d'immigration. Et on commence par quoi avec la procédure administrative? C'est l'hôpital qui missionne un avocat spécialisé pour l'immigration. Donc, c'est eux qui s'occupent? C'est eux qui s'occupent de tout. Il nous se met en contact avec nous et il nous envoie une liste de demandes de documents entiers où là, il faut fournir des milliers de documents. Vraiment une belle pile. Les diplômes depuis le collège, tout y passe. Et là, on met tous ces documents ensemble et on renvoie ça à l'avocat qui, lui, lance la procédure d'immigration auprès de... Alors, il y a l'EAQ... Pour obtenir le CAQ. Le CAQ, pour obtenir le CAQ. L'EIMT. Et l'EIMT. Voilà. Vraiment, ce qui me surprend là-dedans, c'est comment, pas facile, mais comment que ça a été, en tout cas, eux autres, clairement, c'est des gens qui étaient très préparés, là, mais parce qu'on a quand même entendu des histoires d'horreur dans l'immigration canadienne, là, parce que c'est très long, puis tout ça. D'ailleurs, on a un collègue, le risque, qui vient tout juste d'émigrer, un des membres de l'équipe qui est émigré au Canada il y a quelques années, puis lui, son parcours a été plus difficile, mais il est venu comme étudiant, puis tout ça. Là, le point de départ n'était pas le même. Là, ici, on a quelqu'un qui est formée en France comme infirmière et donc qui obtient une équivalence complète au Québec. Puis il y a des programmes littéralement avec des étapes bien déterminées pour les accueillir. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'entendre. Mais ce que je comprends bien, par exemple, c'est qu'il faut le savoir. Donc, on ne peut pas juste arriver ici en voyage puis dire je vais me présenter dans un hôpital puis je vais faire application. Ça ne marche pas comme ça. Puis dans le cas de Margot, c'est qu'elle a vraiment eu l'aide de l'avocat. L'avocat a fait beaucoup de travail là, de son côté aussi. Puis ce qui est important vraiment de mentionner, c'est vraiment de faire toutes ces démarches-là au point de vue de la CAQ et de l'EIMT, qui sont les deux principaux formulaires à avoir, de les faire vraiment avant de se présenter ou avant de venir s'établir au Québec, parce que ça peut être très long. Eux, ils ont eu la chance de le faire en 2 mois avec l'avocat, mais sans une aide extérieure, ça peut être vraiment beaucoup plus long que ça. Là. Ouais. Eux, ça a été plus facile parce qu'il y avait un avocat qui était déjà dans le dossier, là, qui a pu faire en sorte que sur le document de la CAQ puis le IMT était plus facile à avoir, plus facile à obtenir. Mais ils ont une petite embûche aussi parce que eux, ils avaient déjà acheté leur billet d'avion avant d'avoir ces documents-là en main. Et là, ils ont été obligés de retarder
leur vol pour pouvoir revenir. Parce que ça prend ça, que les étapes soient toutes faites au complet, sinon tu arrives ici comme touriste, puis tu es limité dans ton séjour. Là. Puis ils ne te laissent pas rentrer. Ils te laissent pas rentrer littéralement. Ils ne laissent juste pas rentrer ici. Là. OK. Ben, en tout cas, je pense qu'on va écouter la capsule. Tantôt, ils parlent de l'histoire des billets d'avion avec les documents. Là. Mais je pense qu'on pourrait le mettre en bas parce que n'importe qui dans le système de santé, en tout cas, les infirmiers et infirmières qui veulent venir travailler au Québec, je pense que ce qu'on peut retenir du premier extrait, c'est que si on va vraiment commencer par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, le l'OIQ, si on va sur leur site web puis on suit la procédure vraiment religieusement, à partir de cette étape-là, on sauve beaucoup de troubles. C'était vraiment... Énormément. Fait que c'était intéressant. Ça fait qu'on écoute le deuxième extrait. Exact, oui. Alors, le CAQ, c'est une certification acceptation Québec. Okay. C'est pour savoir si le diplôme est valide ou pas. Et ensuite, le IMT, c'est une étude d'impact sur le marché du travail. Et ça, c'est l'hôpital qui le fait. Le IMT, c'est l'hôpital qui doit prouver qu'elle a besoin d'infirmières, qu'il y a un manque d'effectifs. Voilà. Donc, c'est vraiment là l'hôpital qui demande le IMT. Et donc, il faut attendre le CAQ et le IMT, c'est-à-dire la validation de ces deux documents pour avoir le permis de travail. Alors, CAQ et IMT, il faut à peu près 2 mois. Chacun ou les deux? Les deux en même temps. Voilà, il faut compter à peu près 2 mois, ce qui est long. Très long pour le permis de travail, parce que alors nous, on pensait que le permis de travail, on pensait arriver au Canada, aller se promener, récupérer le permis de travail, mais pas du tout. Il faut vraiment que l'avocat nous dise, c'est bon, vous avez le CAQ, vous avez le IMT, donc maintenant, vous pouvez aller chercher votre permis de travail à l'aéroport. Vous pouvez prendre l'avion. À l'immigration. Alors, voilà, donc vous pouvez prendre l'avion, vous atterrissez, on passe Margot est passée par un bureau d'immigration, donc elle a attendu et c'est à ce moment-là qu'on lui donne son permis de travail. Vous partez pas au Canada sans être sûr que votre CAQ et IMT est validé. Sinon, vous ne pourrez pas avoir le permis de travail en arrivant à l'aéroport. Et nous, on pensait qu'on pouvait arriver avant. Donc, on avait déjà pris nos billets d'avion. On avait déjà loué prendre la voiture de location. On avait déjà loué un Airbnb. Donc, quand on a découvert que l'avocat nous a dit non, parce qu'on devait arriver début juin, puisqu'on avait prévu de récupérer l'appartement début juin. Et là, début juin, on apprend qu'on ne peut pas décoller. Donc, il a fallu annuler la voiture tout de suite. On a eu beaucoup de chance. Le Airbnb, on a réussi à décaler le Airbnb de 15 jours. On a réussi à tout décaler de 15 jours. Donc, la grosse embûche, c'est ça, c'est surtout, tant que vous n'avez pas la garantie que le IMT et le CAQ sont validés, ce n'est pas la peine de partir. Et donc, prenez des billets flexibles, billets d'avion flexibles. Comme ça, c'est gratuit, on peut les déplacer. Et c'est la meilleure façon. Parce que quand on dit 2 mois, ça peut être 50 jours, ça peut être 55 jours, ça peut être 60 jours, ça peut être 65 jours. On ne sait pas, en fait. C'est l'État. Et l'État, il est des lettres d'État. Parfois, ça peut tomber pendant des vacances scolaires, pendant des trucs, on n'en sait rien. C'est comme en France, hein, l'État, il prend le temps qu'il veut. Hein. Ouais. Les délais du gouvernement, là, ça, oui, je suis convaincu qu'en France, ça doit être pareil, mais ici, c'est une classique, là, des dossiers. C'est un peu opaque, là, comme système. Mais les gouvernements sont les gouvernements, je pense que c'est un peu partout dans le monde, là. Mais c'est un peu opaque, c'est difficile d'avoir des réponses parfois, puis tout ça. Puis on parlera certainement à d'autres, on a déjà d'autres rendez-vous de planifiés, là, puis peut-être avec des avocats aussi en immigration et compagnie, mais je pense que d'arriver bien préparé, tout ça, parce que là, il y avait un avocat qui guidait tout le long, puis tout ça, puis ça a évité peut-être des grosses erreurs, puis tout ça. Alors ça, je pense que je retiens, moi. Eux, ils ont eu la chance d'avec l'hôpital, d'avoir un avocat qui les suit puis qui règle un peu tout ça en amont. Ouais. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans d'autres départements, dans d'autres sphères d'orientation. Des fois, c'est vraiment de voir avec un ordre professionnel, voir qu'est-ce qui peut être fait aussi, puis comment ils peuvent être conseillés, puis tout ça, là, absolument. Parce que ils ont passé très près d'avoir des problèmes, là, puis heureusement, il y avait de la flexibilité dans ces billets d'avion, puis tout ça, là, fait que ça a été... Je pense que c'est vraiment ça qui est important, là, c'est d'arriver avec des billets d'avion flexibles, puis le document de la CAQ
et de l'EIMT approuvé. Oui, de s'assurer de l'avoir en main. Là, avant de venir de venir ça, j'ai l'impression qu'on va en écouter plusieurs parce que c'est le début d'une nouvelle série qu'on va faire. On va continuer les mêmes capsules qu'on fait, mais là, on va insérer des témoignages de gens. Je pense que ça va être riche comme information, justement, pour essayer de permettre à nos auditeurs de faire le moins d'erreurs possible, comme ça aurait pu arriver. Tu arrives ici, tu n'as pas tes papiers, l'immigration te renvoie chez vous, c'est le bordel, c'est assez pour te décourager. Là. Tandis qu'être bien préparé, là, ça a l'air d'être vraiment la clé. Là. Ouais. Fait que, eux autres, ils étaient chanceux avec l'ordre des infirmières, puis tout ça, puis l'hôpital qui a fourni tout ça. Fait que là, on parlait un petit peu dans le fond, des services que nous, on a offerts, là, c'est-à-dire qu'on les a aidés, puis on les a guidés pour le logement. Fait que, on écoute un extrait, puis après ça, on le parle. Oui. Parfait. Le logement s'est fait en amont de ça, parce que on s'est renseigné auprès de l'équipe Lefrançois avec Bruno, et on a rencontré Bruno, effectivement. Le logement, on l'a fait avant. On a fait toutes les démarches. Là, on vous a donné des démarches pour qu'elle arrive ici. Mais l'avantage, c'est que nous, on est arrivés, on avait déjà le logement. Ouais. Ça, c'est un gros avantage. On le conseille, d'ailleurs, à tous les Français qui veulent faire ça, qui voient directement avec, effectivement, le courtier, et qui se calent avec lui pour essayer de trouver un logement en amont, avant, parce que les visites peuvent se faire en FaceTime, en visio, ça se fait très très bien. D'ailleurs, on voit parfaitement, quand tu nous montrais, Bruno, on voyait parfaitement les apparts, on savait. Les quartiers aussi, ce qui était important, c'est pas que l'appart, c'est de visiter le quartier aussi, montrer ce qu'il y avait, les boutiques, les restaurants, pas de restaurants, l'environnement, très important. Et à partir de là, effectivement, nous, on a été rassurés et on a dit, banco pour cet appartement. D'abord, on définit un budget et si ça rentre dans le budget, on dit banco et on prend l'appartement. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que tout est dématérialisé, c'est-à-dire que les baux, le bail, on peut le signer numériquement. C'est un bail numérique, on le signe informatiquement. Donc, il n'y a plus besoin de se déplacer. Tout est signé par signature électronique. Donc, quand on arrive, on est déjà titulaire du bail. Surtout que souvent, dans les documents à remplir, ils demandent une adresse à Montréal. Donc, il faut donner quand même une adresse. Alors, on aurait pu passer par un Airbnb, mais voilà, on ne savait pas trop où on allait, on ne connaissait pas trop les quartiers et autres. Donc, c'est qu'on a préféré trouver un logement avant, fixe, pour pouvoir après avoir une adresse aussi fixe. Et pour les démarches administratives, ça facilitait quand même les choses. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cet extrait-là, sur leur shopping d'appartements à Montréal. En fait, je réalise là, que finalement, avec nos services, puis tous les services que tu leur offres avec les visionnements, puis tout ça, tu sauves de l'argent, là, parce que je disais, sans ce genre de service-là, sans leur avoir fait tous les visionnements, là, les gens doivent se taper 2-3 voyages à Montréal. Puis c'est pas facile là, quand tu arrives dans une nouvelle ville. Je voyage, moi, là, mais... J'étais à Boston récemment, là, mais j'aurais atterri là, puis tu m'aurais dit, là, je trouve un logement. T'es perdu, là, tu connais pas les quartiers, t'as pas de référence, t'as pas de. Un bon quartier, c'est un mauvais quartier. Moi, j'aime les restaurants, j'aime le cinéma, j'aime ici, tu sais, comme. Juste avec Google, là, tu serais informé, là, c'est compliqué, là. Ça, je pense que nous, on fait vraiment un fils de personnes ressources. Au Québec pour pouvoir... on est comme leur représentant ici. Pouvoir diriger ces personnes-là, parce que c'est sûr que quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu ne connais pas aucunement les quartiers, comment ça fonctionne, le fonctionnement, etc., ça devient un peu compliqué. Mais c'est vraiment important, par exemple, une fois que les gens arrivent, la première journée, il y a des choses qui sont vraiment importantes qu'il faut faire. Première des choses, c'est s'ouvrir un compte bancaire. Parce qu'avec ça, dans le cas, mettons, d'un logement, il faut payer le loyer. Donc, il faut vraiment déjà aller chercher sa carte de guichet, sa carte de crédit. Il faut aussi se trouver un téléphone, avoir un forfait téléphonique, Bell, Vidéotron, Fido, peu importe. Oui, mais si tu n'as pas de numéro de téléphone, quand tu remplis les formulaires, il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça, il n'était pas joignable. Mais il y a un document en particulier qui a été assez dur à avoir, mais pas de notre côté de l'océan, de leur côté de l'océan. OK. Et ça, c'est vraiment très important, puis c'est vraiment une démarche très importante à faire, puis ça, on va les écouter. Quand on atterrit, le lendemain, il faut aller à la banque, et il faut ouvrir un compte en banque tout de suite. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut à peu près une semaine pour recevoir ses cartes de crédit et cartes de débit. En fait, on peut tout faire en amont, mais il faut d'abord... Alors, si on veut faire ça, effectivement, on peut ouvrir un compte en amont, mais il demande la présence, c'est une pré-ouverture, c'est pas une ouverture officielle. Donc, on peut faire de la pré-ouverture, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les données, et quand on arrive, on fait juste la finalisation de l'ouverture. Mais on peut pas faire une ouverture totale en étant à l'extérieur. Il faut être en face du banquier.
Total, ça veut dire recevoir sa carte. Recevoir la carte, faire les documents et signer, tout ça pour avoir la carte de crédit. La carte de débit, c'est pas compliqué, mais la carte de crédit, c'est plus embêtant parce qu'il faut déterminer les montants du crédit. Et surtout qu'il demande le permis de travail. La banque demande fait la photocopie du permis de travail. Oui. Or, Et le jour de notre arrivée à l'aéroport. Donc la banque, c'est très rapide. Être hyper efficace. Nous, on a pris une RBC excellente. Enfin, nous, ça a été très efficace. Un type très sympa. Ils connaissent, ils ont tellement de Français. Il y a 25 000 Français à Montréal. Donc, on doit être le millième Français qui l'ait vu. Donc, ils ont déjà une procédure très rapide. Ça va vite. Et les cartes de crédit et de débit, on les reçoit à peu près une semaine après avoir fait les ouvertures de compte. Et le compte est actif. Donc, aucun problème au niveau des banques. Téléphone instantané, le plus important aussi, c'est le téléphone le même jour. Il faut foncer chez Bell ou chez Vidéotron, je sais pas où, ou chez, je sais pas, il y a d'autres compagnies. Nous, on est allé chez Bell, mais téléphone portable obligatoire québécois. Sans ça, on peut rien faire. Et d'ailleurs, l'hôpital l'exige aussi. On est allé chez Bell dans une agence rue Sainte-Catherine. On est tombé sur un jeune gars très sympa qui nous a ouvert la ligne en 30 minutes. Et en plus, on a fait la deuxième démarche en même temps de la Wi-Fi. Et de la Wi-Fi, parce qu'elle avait son appartement, donc de la Wi-Fi dans l'appartement qu'on avait trouvé ensemble, Bruno, et la télévision. Voilà. Et donc, c'est un service synchronisé. Et ça s'est fait une semaine après. Elle avait aussi sa Wi-Fi et sa télévision une semaine après. Il y a encore des démarches administratives, parce qu'il faut avoir le numéro NAS. Oui, numéro d'assurance sociale. Voilà, donc il faut aller faire le numéro NAS. Donc là, permis de travail, passeport, donc ça se fait assez vite. Et ensuite, il y a aussi la sécurité sociale. Donc, il faut aller aussi s'inscrire à la RAMQ. L'assurance maladie. L'assurance maladie. Et là, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué, pas au Canada, mais en France. Parce que pour pouvoir avoir la sécurité sociale au Canada, il faut obtenir un document français. Comme quand on arrête, on n'est plus assuré en France. Voilà. D'accord. Voilà. Sinon, ils le font pas. Ils ne peuvent pas être doublement assurés. Ouais. Comme il y a un accord entre les deux caisses, on ne peut pas être assuré dans les deux caisses en même temps. Donc, il faut se détacher de la caisse française pour que la caisse québécoise accepte de nous rattacher. Et le document, malheureusement, beaucoup de sécurité sociale ne le connaissent pas. En France, c'est très compliqué d'avoir ce document. Donc voilà, là par contre, il faut se battre un petit peu en France pour avoir le document. Et quand on arrive au Canada, après, ça se fait très vite, quoi. Est-ce que vous conseillez dans ce temps-là de faire de la démarche point de vue de l'assurance maladie en France avant? Ah oui. Oui, il faut obtenir le document, c'est un formulaire, il faut obtenir le document avant en France. Et quand vous l'avez en France et que vous arrivez au Canada, à ce moment-là, vous l'envoyez directement à la RAMQ avec le permis de travail. Et là, c'est assez rapide. Et là, ça se fait en une dizaine de jours. Une dizaine de jours, elle a eu sa carte d'assurance maladie. Oui. Vraiment, au niveau du permis de conduire, alors c'est pareil. Elle a le droit de conduire pendant 3 mois avec son permis français. Puisque c'est considéré, le permis français, les Canadiens acceptent, le Québec accepte, même le Canada partout, ils acceptent 3 mois parce que c'est la durée de visa vacances, en fait. D'accord. Donc là, ils disent 3 mois, pour eux, c'est pour tous les vacanciers, c'est fait pour les touristes, en fait. Donc ils acceptent que les Français conduisent pendant 3 mois avec leur permis français. Après 3 mois, il faut avoir soit un permis international, là c'est 3 ans, qui est valable 3 ans, soit... Mais ils conseillent de faire la demande de permis québécois et c'est automatique. C'est-à-dire que dès qu'on fait la demande informatique, sur informatique, ça se fait par mail, le Québec étudie et transforme le permis en permis québécois instantanément derrière, quoi. Voilà. C'est aussi, il y a un accord entre les deux pays aussi. Donc l'équivalence est reconnue finalement. Là. L'équivalence fonctionne aussi pour les permis de conduire. Voilà. D'accord. C'est intéressant, encore une fois, comme extrait, de voir que la préparation d'avance, là, je veux dire, juste cette histoire-là de RAMQ, peut-être expliquer pour les auditeurs ici, là, le Québec ou le Canada, c'est un peu comme la plupart des pays européens et très différent des États-Unis. Il y a de la médecine privée ici, si on veut payer en extra pour des services plus rapides, des choses comme ça, mais tout le monde est couvert pour les soins médicaux au Québec par la RAMQ, là, qui est notre assurance maladie collective au Québec, qui est reconnue dans les autres provinces quand on se promène entre provinces et tout ça. Là. C'est-à-dire aux États-Unis, quand tu vas aux États-Unis, tu payes pour tes soins, puis ça peut être très onéreux très rapidement. Là. Mais si tu ne retrouves pas de RAMQ ici, ben là, il faut que tu payes pour tes soins. Là.
Puis c'est peut-être aussi onéreux qu'aux États-Unis, mais c'est quand même très dispendieux. Puis là, tu peux après ça demander un remboursement, puis tout ça. Mais là, je ne sais même pas dans le cas d'un immigrant qui arrive ici, puis qui est partiellement c'est la France encore. Ça risque d'être compliqué. Fait que je pense que c'est une procédure qui était un point important à retenir, ça, de s'assurer de faire ça. Puis il faut quitter l'assurance française, clairement, avant couper. Avant d'embarquer sur la RAMQ ici. Ouais. Puis on a vu les procédures sont rapides. Hein? Ils parlaient du permis de conduire, des choses comme ça. Fait que tout au moins, une bonne nouvelle. Là. Ouais. Des fois, on voudrait localement que ça soit plus rapide pour nous, mais en tout cas, pour eux autres, ça a l'air d'être assez... J'ai trouvé ça quand même assez impressionnant. La facilité, quand même, c'est que ça se fait. Ouais. C'est quand même relativement facile. Les gouvernements, les paliers gouvernementaux sont assez simples là-dessus. Je t'avoue que ça m'impressionne un petit peu, là, ouais, parce que nos paliers gouvernementaux n'ont pas toujours bonne presse chez nous, là, pour nous. Fait que je suis vraiment surpris. Je trouve ça vraiment bien, là, de voir qu'ils ont eu un très bon service, puis tout ça, là, il y a juste un point... Ça se rachète un peu dans ma tête. Ouais. Non, on est vraiment bien desservis ici. Là. Il y a juste un point, par contre, où c'est un peu plus complexe mettons, d'obtenir un véhicule. Pour l'obtention d'un véhicule, pour l'achat d'un véhicule, il y a un point particulier qui est un peu plus compliqué, puis ça, je vais laisser encore les parents de Margot nous l'expliquer. OK. Si on n'a pas de moyens, il faut prendre des petites voitures rapidement dans les petits garages du coin. Mais là, il faut s'y connaître peut-être en mécanique. Quand on s'y connaît, c'est pas gênant. Et si, on peut tomber sur un bon petit garagiste aussi, on ne sait pas. Hein. Ouais. Et si on a un doute, comme nous, on ne savait pas, on n'avait pas trop le temps de s'occuper de tout ça, on a dit, bon, on prend plutôt un grand concessionnaire, sachant que, comme en France et comme dans tous les pays au monde, les grands concessionnaires, ils ont des voitures d'occasion, mais les premiers prix des voitures d'occasion, c'est déjà du prix un peu haut, quoi. Parce qu'ils ne s'amusent pas à vendre, c'est pas leur métier numéro un. Et puis, comme ils garantissent ce genre de véhicules, ils préfèrent prendre des véhicules d'occasion plutôt haut de gamme, on va dire, pour pas être embêtés derrière. Donc, un conseil, soit vous y connaissez en mécanique, vous prenez une petite voiture sur Kijiji. Là, on peut trouver plein de voitures, il y en a des tonnes, mais ça, il faut s'y connaître un peu. Si on s'y connaît en mécanique, c'est pas gênant. Et si on s'y connaît pas du tout, un conseil, plutôt prendre chez un concessionnaire automobile. Ouais, dans le cas de Margot, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus normal qu'elle prenne directement chez un concessionnaire. Oui, parce qu'elle n'y connaît pas grand-chose en véhicule, donc on n'a pas pris de risque là-dessus, quoi. Il faut verser un acompte pour bloquer la voiture. Et après, il y a la SAQ. Et après, dernière opération, il faut la SAQ, aller voir la SAC pour l'immatriculation. Et là, il faut encore tous les documents qui vont bien. Mais là, on a eu l'immatriculation le jour même, en papier, et vous recevez la plaque définitive, une semaine après. Une semaine après. C'est généralement le concessionnaire qui s'occupe un peu de tout faire la paperasse. Voilà. De tout ça. Mais là, non. Quand c'est un permis français, le concessionnaire ne peut pas le faire. Okay. C'est à nous de le faire. C'est pour ça. Okay. Là, il a fallu que ce soit nous qui le faisions. Quand avec un permis québécois, le concessionnaire peut tout faire. Mais si le permis est français, il ne peut rien faire. D'accord. Il ne fait qu'une chose, c'est qu'il prépare les sous, le paiement des taxes. Il paye les taxes. C'est lui qui paye les taxes. Et surtout, quand on achète une voiture, on ne peut pas faire un virement de France au Canada. Nous, on pensait acheter une voiture et faire un virement comme en France. En France, c'est-à-dire qu'on fait un virement de notre compte ou qu'on fait un virement à notre concessionnaire. Pas du tout. Là, il faut vraiment avoir une banque canadienne parce que c'est une traite, c'est ce qu'on appelle une traite bancaire, c'est-à-dire que il faut avoir l'argent sur le compte et c'est la banque qui vous fait une traite bancaire, c'est-à-dire un chèque. Et vous le donnez au concessionnaire. Vous pouvez pas, l'argent ne peut pas venir directement de France. Les concessionnaires n'ont pas le droit. Alors ça, on a découvert ça aussi. Voilà. Les concessionnaires n'ont pas le droit de recevoir des virements internationaux. Voilà. Il faut passer par une banque québécoise. Donc on a été obligé de faire transférer l'argent sur le compte de Margot sur la RBC et demander un chèque dès que l'argent était sur la RBC, prendre l'argent le chèque de la RBC et d'aller amener le chèque au concessionnaire. Ça, c'est très important, qu'ils ne s'imaginent pas qu'on peut payer. Ils ne veulent pas de virements internationaux. Je crois qu'ils n'ont même pas le droit, d'ailleurs, de recevoir des virements internationaux. Je pense que c'est une question de l'AMF aussi. Oui, c'est une question de fiscale. Je pense qu'à mon avis, le gouvernement québécois doit interdire ça, je pense. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est super riche en informations, ça. Juste un petit aparté. Là, ici, il parle de la SAC, donc SAAQ, qui est la Société d'assurance automobile du Québec. Si jamais les Français nous écoutent, puis arrivent ici, puis commencent à parler aux gens, puis ils disent SAC très vite, ils vont se retrouver à la Société des alcools du Québec, qui n'est pas la même, qui n'est pas du tout avec l'automobile, puis l'alcool n'est pas un bon mariage. Alors donc, nous, on a la SAQ qui sont les magasins, les commerçants d'alcool, parce que tout est fait par le gouvernement ici. Là. Puis il y a la
SAAQ, qui est, dans le fond, la Société d'assurance automobile du Québec, qui donne les permis de conduire, l'immatriculation de véhicules, puis tout ça. Fait que là, eux autres, il a fallu qu'ils passent par ça pour obtenir tout ça, puis ça, c'est bien fait. Mais c'est intéressant aussi de voir, moi, je ne savais pas du tout que les concessionnaires automobiles ne pouvaient pas recevoir des fonds. Puis c'est vrai, d'ailleurs, quand on va acheter un véhicule, ils nous demandent toujours d'arriver avec si on fait une location, dans le cas, nous, au travail autonome, on fait souvent des locations à long terme. Souvent, ils nous demandent un dépôt, un chèque pour le dépôt, ou le dépôt, on peut le mettre sur une carte de crédit, le premier paiement, là, si on paye 500 $ par mois pour une voiture. Après ça, il faut leur donner un chèque spécimen, puis ils vont venir puiser, amène un compte de banque de façon régulière là, pour se payer. Alors, c'est intéressant de voir comment eux autres ont fait pour acheter une voiture, puis tout ça. Mais ces parents-là ont de l'air hyper organisés, là, par exemple. Chapeau. Là, ils ont vraiment bien fait ça. Là. Ils ont vraiment été bien Ils étaient toute une équipe, tout ça. Parle-nous un petit peu, par exemple, parce que là, on a tout leur périple, mais là, avec toi, dans le fond. Ces gens-là nous ont écrit, je pense qu'ils nous ont envoyé un message suite à une des capsules qu'on a fait. Ils ont organisé une vidéoconférence, puis... en fait, ça, eux, ils nous ont contactés via nos capsules. Ouais. Et j'ai fait une vidéoconférence avec eux pour avoir... C'est un peu... mon modus operandi là-dessus, j'aime ça, avoir un peu le feedback de la personne avec qui je parle. C'est d'avoir un peu leurs critères, qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Le quartier, le style de vie, le quartier, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment courir, ce qu'ils aiment faire du vélo. C'est vraiment dépend de pouvoir après ça les placer dans les quartiers qui sont vraiment propres à eux, où ils vont se sentir bien. Ouais. S'ils vont avoir une voiture ou pas, le transport en commun, animaux, etc. Et avec Margot, eux, ils cherchaient quelque chose pas très loin ou relativement proche de son hôpital où elle allait travailler. Mais vu qu'elle allait avoir une auto, ils pouvaient se déplacer un petit peu. Okay. Donc aussi, Margot, c'est une jeune fille, je voyais qu'elle avait un petit peu le nightlife un peu dans la peau. Fait que, puis ils voulaient quelque chose de francophone. Donc, avec toutes ces informations-là, on a pu les placer dans un quartier spécifique où je leur ai trouvé un appartement, l'appartement maintenant qu'elle habite. Là. Ça a été quand même... j'ai eu plusieurs visites, là, comme il parlait en visioconférence. Ouais, c'est super pratique. Puis, donc, une fois que l'appartement leur a plu, on a fait une offre de location. Puis la négociation, ça, c'est assez facile. Je veux dire, nous, on sait comment ça marche, mais dans le fond, vous avez fait une visite à un appartement, elle l'a aimé, elle dit, on veut celui-là. Fait que là, les autres, dans le fond, ils remplissent une promesse de location. Tout est fait en ligne. Là, je veux dire, c'est des signatures électroniques, tout ça. Tu les avais toujours jamais rencontrés. Non, je ne les avais pas rencontrés. Je les avais juste vus en vidéo, là. Mais moi, c'est ça, il était jamais venu à Montréal encore à ce moment-là. Non, il a eu la chance de venir encore visiter le Montréal. Et tout se fait vraiment par email, par signature électronique, par visio. Donc, tout vraiment se fait à distance. C'est super facile. C'est super vraiment facile. OK. Puis là, donc, signer le bail, tout s'est fait aussi de façon électronique, tout ça. Fait que quand elle est arrivée, elle, le bail était signé, l'appartement, il appartenait à elle était locataire, mais elle était occupant à partir d'une date qui s'était connue, tout ça. Ça, c'était peace of mind. C'était complètement... ça leur enlève un gros stress aussi, parce que tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu as déjà ton logement. Fait que déjà, ça, tu as un habitat, tu as un toit sur la tête. Fait que ça, déjà, en partant, tu as ce stress-là de moins à t'occuper. Ensuite... Il faut comprendre que au Québec, c'est un peu particulier. Là, c'est la seule place dans le monde où c'est comme quasiment un rituel. La grande majorité des locations se font au 1er juillet. Il y a des raisons historiques à ça, là, mais il n'y a pas vraiment une raison légale aujourd'hui, mais il y avait des raisons historiques. Pourquoi? On en parlait dans une capsule, je pense, un short qu'on a fait. Là. Donc, ça, c'est de guider les gens à travers ça, parce que quelqu'un ne sait pas ça, puis il arrive... il ne commence pas à chercher son appartement avant une certaine date, mais c'est plus le même choix, puis tout ça. Fait que de faire un débroussaillage en aval, puis de parler à quelqu'un qui sait comment ça va marcher, puis quelle disponibilité il va avoir pour quel logement à telle période de l'année, c'est assez important. Là.
Suivant la période de l'année aussi, l'inventaire n'est pas le même. Non, c'est ça, exactement. Au mois de juin, l'inventaire est assez élevé. Arrivé au mois d'août, septembre, on diminue de 80% quasiment. Oui, absolument. Ouais. Moi, je trouve que c'est important de passer par un courtier pour dire au moins on n'a pas ça sur les épaules. Ça évite aussi que de venir ici un week-end. Parce que nous, on voit même des gens qui achètent des propriétés, là, elle a loué, mais qui achètent des propriétés, puis qui arrivent un week-end, un vendredi, puis ils shoppent pendant un week-end. Puis après ça, ils repartent. Puis là, ils choisissent quelque chose qu'ils ont vu. Mais c'est pas trop vite. Puis deuxièmement, tu vois l'inventaire, surtout dans le locatif, c'est que le locataire, l'inventaire n'est pas si élevé là, dans ces saisons-là. Là. Fait que de regarder sur une période d'un mois, des fois, avec un courtier, là, l'inventaire bouge, se renouvelle constamment. Fait que là, en regardant plusieurs affaires, tu as plus de choix, tu vois plus d'options. Puis même si tu prévois venir à Montréal pour faire ton choix de bisous, là, puis tu te dis, non, moi, je m'en viens première semaine de septembre au Québec, à Montréal, pour choisir un achat ou une location. D'avoir commencé à regarder préalablement des unités en virtuel, ça te donne énormément de temps. Non, mais là, tu arrives, tu sais exactement ce que tu cherches, tu as déjà vu des choses, puis tout ça. Fait que c'est vraiment, ça te donne vraiment un avantage marqué. Là. Je pense que, en fait, l'important dans toute la capsule qu'on vient de voir, c'est de faire les choses en amont. Donc, se procurer... Première des choses, c'est de voir avec notre ordre professionnel s'il y a des accords, France-Québec. Après ça, c'est d'aller voir pour chercher le CAC. Oui, le document obligatoire. Le CAQ, le INT, prendre des billets d'avion flexibles aussi pour pouvoir, si jamais il y a un problème avec les documents, au moins qu'on puisse retarder ou avancer le vol. Et aussi, ce qui est super pertinent selon moi, c'est de passer par un courtier pour pouvoir faire une location ou un achat d'une propriété. Oui, c'est pas comme acheter comme une voiture. Là. Une voiture, tu arrives au concessionnaire, c'est un peu les mêmes marques qu'en France, puis tout ça, fait que tu sais à quoi t'attendre. Bon, il n'y a pas tellement de manuel ici, c'est surtout une voiture automatique, mais à part ça, c'est pas mal la même chose. Les véhicules sont un peu plus gros ici qu'en France, mais un logement, là, c'est quelque chose d'un peu plus corsé, là, je veux dire. C'est notre toit. Oui, puis c'est la qualité de vie. Là. Je veux dire, si on se trouve quelque chose, puis on n'est pas très heureux, on est mauvais voisin, mauvais quartier, on ne se sent pas sécuritaire le soir, des choses comme ça, ça empoisonne une vie un petit peu. Là. Fait que de se fier à quelqu'un qui connaît vraiment bien le territoire, qui est ici depuis longtemps, qui est courtier depuis longtemps, ça peut faire toute une différence. Là. Absolument. Ouais. J'ai bien hâte qu'on parle à d'autres personnes, là, parce que tu en as rencontré beaucoup d'autres récemment qui veulent partager leur histoire et tout ça. Là, je pense peut-être qu'on va en faire un vidéo bientôt, là, que ça serait super agréable. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'en viennent, là, puis on va avoir d'autres témoignages aussi. Ce qui est le fun, c'est pour nos éditeurs, c'est qu'on va peut-être finir par avoir les gens... Bon, là, si on a quelqu'un qui est infirmier ou infirmière et qui veut s'installer au Québec, ben là, on a un bel exemple du chemin exact à suivre. Il faut que ça se fasse de façon ordonnée, simple et calme. Mais là, on va voir d'autres. Donc, abonnez-vous vraiment à la chaîne parce que il y a des chances que vous allez retrouver quelqu'un qui vous ressemble puis qui va être capable de raconter son passage, puis ça va vous sauver beaucoup de tracas. Moi, je pense que c'est super riche comme capsule ce qu'on vient de faire. Là. Ouais, génial. Fait que, écoutez, à bientôt.